Voilà, il y a une semaine de cela, je pense qu'on vous avait proposé, bien joué nous, on vous avait proposé, une émission spéciale sur le sujet des surprises, des mois d'octobre, de October Surprise, cette tradition, américaine. Et quand je parle de tradition, parce que, on vous avait raconté comment ça existe depuis, 1888 avec des faux documents, pour essayer de faire perdre, un candidat, et comment c'était devenu une tradition, pour le meilleur et pour le pire, de la campagne électorale, en revenant en gros sur deux catégories. Il y a la October Surprise, qui remet en question les valeurs et le caractère et l'éligibilité d'un candidat. C'est en 2016, par exemple, les emails d'Hillary Clinton. C'est l'affaire en 2016 toujours, l'affaire de l'enregistrement du Hollywood, dont le nom m'échappe, mais en tout cas l'enregistrement audio où Donald Trump se vantait de pouvoir faire ce qu'il voulait avec les femmes, ou en 2000 la révélation que George W. Bush avait été arrêté sous au volant, etc., etc. Donc ça, c'est le premier chapitre de ces October Surprise, le premier style. Et le deuxième, c'est lorsque la politique internationale rentre dans la campagne américaine. Il y a eu évidemment des exemples avec Lyndon Johnson, avec Nixon, hein, qui a vendu au public américain le fait qu'on était à quelques jours de la paix au Vietnam, alors que ça a encore pris 2 ans derrière. Donc c'était vraiment une volonté de gagner cette élection. Et évidemment, l'exemple le plus important, parce que c'est une histoire fantastique, j'ai essayé dans cette émission dont Thomas vous l'a proposé en vidéo, j'ai essayé de vous donner les points essentiels, qui est toute cette crise. Donc c'est une double October Surprise même. C'est toute cette crise autour des otages américains en Iran, avec cette crainte que, en fait, du côté des démocrates qui sont en place, du président Jimmy Carter, le fait qu'il fasse libérer ses otages avant l'élection pour être réélu, pour finalement se rendre compte que la véritable crainte, il fallait le voir ailleurs, c'était certains responsables du Parti républicain de la campagne de Ronald Reagan, qui négociait en sous-main avec l'Iran pour que les otages ne soient pas libérés avant l'élection, pour faciliter l'élection de Ronald Reagan. Et les otages ont été libérés 5 minutes, hein, c'est pas qu'une manière de parler, c'est une réalité, 5 minutes après que Ronald Reagan ait prêté serment en tant que nouveau président. Et donc ça ouvre le deuxième chapitre, qui est lorsque l'international vient contaminer la campagne américaine. Même si, en général, comme vous l'avez expliqué plusieurs fois, et entre autres Jean-Marc Léger vous en a beaucoup parlé, le fait que les Américains s'intéressent peu à la politique internationale. Il y a des moments où cette politique internationale vient toucher les Américains. Et évidemment, ce qui est en train de se passer, et ce qui se passe depuis des mois avec Israël, d'abord contre le Hamas, et maintenant contre le Hezbollah, et maintenant contre l'Iran, fait que ce qu'on appelle une guerre régionale est en train de venir polluer la campagne américaine, avec Donald Trump d'un côté, qui en essaye d'en tirer les avantages, en expliquant que, non seulement il est le seul capable de résoudre cette crise, qu'en tant que crise, il faut un homme fort et pas une femme, et surtout pas une femme stupide. Je cite ici Donald Trump, hein. Il y a cette volonté de dire qu'elle est bête, Kamala Harris. C'est parce que, justement, c'est pour répondre à ce genre de crise. Et au-delà de ça, depuis des mois,
mois, Donald Trump nous vend une vision apocalyptique non seulement de l'Amérique, mais du monde en général, en expliquant que on est au bord de la troisième guerre mondiale. Et lorsqu'on entend Israël, du côté d'Israël, se dire bah, peut-être on va aller frapper les installations nucléaires de l'Iran, d'un coup, les propos de Donald Trump ont énormément de sens, de telle sorte que depuis quelques jours, de manière, vous allez voir, de plus en plus ouverte et de manière de plus en plus haute dans l'organigramme de l'administration Biden, on évoque cette idée que, en fait, Netanyahou, qui est un allié historique de Trump, qui, comme on va le voir, a une histoire de essayer d'influencer le résultat des élections américaines depuis qu'il est rentré en politique. Il connaît très bien la politique américaine. Il a été chroniqueur, n'oubliez jamais ça, après les attentats l'attentat du World Trade Center du Pentagone le 11 septembre 2001, il est devenu chroniqueur sur expert de plateau. Vous voyez, ça amène au pire, expert de plateau sur Fox News. Et donc, depuis quelques jours, on entend cette musique aux États-Unis et vous allez voir jusqu'où cette musique monte, ce qu'est en train de faire Netanyahou, de faire échouer un par un tous les efforts diplomatiques, alors que plusieurs fois les États-Unis étaient persuadés d'être arrivés à la solution, d'avoir un accord des chefs du Hamas. On parle ici évidemment de cessez-le-feu, on parle ici de libération des otages, etc. Que à chaque fois que l'administration Biden était arrivée avec tous ses efforts, avec Blinken sur le terrain, avec des efforts de multiples pays, était arrivé à une solution que systématiquement Netanyahou a fait capoter cette solution-là. Donc c'est un des sujets de discussion en ce moment à Washington. Mais si vous suivez maintenant médias depuis toujours avec assiduité, vous savez que il y a eu, et l'histoire malheureusement est morte à ce moment-là, et elle n'a pas eu de lendemain, pris dans le flot de l'élection. Nous étions le 20 août dernier, nous sommes le 5 octobre, donc le 20 août dernier, en pleine convention démocrate, et on est sur le plateau de PBS, et il y a une journaliste américaine qui est une des journalistes américaines les plus respectées dans le métier, qui a fait des tas d'enquêtes, qui a un réseau extraordinaire du côté de Washington, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Donc il y a une réputation inégalée, et d'ailleurs personne va dire qu'elle ment, personne va dire que ces informations sont fausses. C'est juste que elles ne vont pas imprimer dans non seulement l'inconscient des électeurs, mais elles vont être submergées par cette campagne qui part dans tous les sens. Et donc le 20 août, elle est sur le plateau de PBS et elle va lancer une bombe sur le fait que, oui, du côté de la campagne de Kamala Harris, on aimerait énormément qu'il y ait ce cessez-le-feu en Palestine, que les otages soient libérés, mais, et c'est la révélation, une révélation comme ça, comme on le dit souvent avec Thomas et Cody lorsqu'on fait du maintenant matin, c'est le genre de révélation qui, dans un monde normal, entraînerait le remplacement de Donald Trump, voire des poursuites de Donald Trump, ou en tout cas le fait que d'un coup il y ait un décrochage massif dans les sondages, elle révèle que le problème, c'est que Donald Trump est en permanence au téléphone avec Netanyahou pour l'inciter à refuser
tout compromis, tout cessez-le-feu, toute solution au conflit, en expliquant que ces solutions au conflit viendraient handicaper la campagne de Donald Trump. On écoute ça tout de suite. Delicate tightrope to walk here, It right? is. I would venture to say, without hearing this directly from anybody, that one thing that the Harris campaign would love is if President Biden would bring home a ceasefire in the Middle East right now between Gaza and Israel. And we know that Secretary of State Blinken is over there right now working with Netanyahu. The reporting is that former President Trump is on the phone with the Prime Minister of Israel, urging him not to cut a deal right now because it's believed that would help the Harris campaign. So I don't know where that, I don't know, who knows whether that will come about or not. But I have to think that the Harris campaign would like for President Biden to do what presidents do, which is work on that one. Yeah. And maybe there's some other domestic issues that, they'd like to see come home. David, there is this. Donc je ne sais pas si vous imaginez la portée du moment qui est complètement fou. Nous sommes en prime time sur une des chaînes, la seule chaîne publique américaine d'ailleurs, journaliste de référence, et malgré tout, rien ne se passe. Et lorsqu'on vous passe cet extrait, nous ici, parce qu'on l'a remarqué évidemment tout de suite, lorsqu'on vous passe cet extrait le 21 août dans, je pense maintenant matin d'ailleurs, lorsqu'on vous passe cet extrait, je vous dis, non seulement il paraît logique pour deux raisons. On va parler de la deuxième qui est les quelques semaines, les quelques jours qui ont précédé la convention démocrate avec ce sommet, cette réunion au sommet à Mar-a-Lago entre Netanyahou et Trump. Donc c'est déjà extrêmement troublant. Et puis surtout le fait que on sait que sur un autre sujet qui pourrait être qui pourrait être un point positif pour Kamala Harris et qui est au cœur de la campagne actuelle de Donald Trump, la frontière, Donald Trump a fait exactement la même chose. Je vous rappelle 2 secondes, il y a eu un travail fait de titans de l'administration Biden, des démocrates au Sénat et de certains républicains au Sénat pour trouver, il y a plusieurs mois de cela, un projet de loi sur la situation à la frontière pour pour trouver des solutions pour à la fois gérer la crise sur le point humain, mais aussi sur le point de la sécurité, et entre autres en termes de faire limiter les passages illégaux aux frontières. Et donc, l'idée de Joe Biden, comme il l'avait annoncé en 2020, c'était d'aller retrouver ce qui a été toujours la force du système américain, c'est que sur les grands dossiers, il y a un effort bipartisan où républicains et démocrates travaillent ensemble. C'est un des points les plus significatifs de la politique américaine depuis toujours. Et donc, Biden réussit à avoir ce plan bipartisan. Ce plan bipartisan, lorsque Trump apprend que d'un coup il va y avoir, à ce moment-là il pense que c'est évidemment comme tout le monde, c'est Biden qui va être opposé à lui, mais lorsqu'il apprend que ce projet de loi va être passé, il prend son téléphone, il appelle, donc la manière dont ça doit passer par la Chambre des représentants et après être validé par le Sénat, il appelle Mike Johnson à la Chambre des représentants, le speaker, qui est là à ses ordres, en lui disant mais ce projet de loi, on ne va même pas voter pour ce projet de loi, et Trump va l'assumer publiquement. On vous a montré encore la vidéo il y a quelques jours en disant voilà, si ce projet il passe, c'est une catastrophe pour nous parce que ça sera le thème de notre campagne dans 6 mois. Et donc, on ne pourra plus utiliser ce thème-là. Et donc, il demande aux républicains de ne même pas mettre le projet au vote. Et Mike Johnson va utiliser son pouvoir de speaker de la Chambre des représentants, donc de l'équivalent, si vous voulez, du président de l'Assemblée nationale, pour légalement
ne pas présenter le texte au vote. Et donc, encore une fois, donc Donald Trump a fait passer ses intérêts et son calcul politique avant l'intérêt de la nation. Ok, là aussi, en parlant de disqualification, ça aurait dû suffire parce que tout ce que je viens de vous raconter, hein, c'est pas moi qui suis allé faire une enquête sur le terrain et qui arrive avec un scoop que seuls les auditeurs de Maintenant Média connaissent. C'est public et Trump en a parlé. Trump s'est vanté de ça. Rien. Et donc, quand on revient sur la situation avec Israël, on est exactement dans cette même logique, faire passer ses intérêts personnels, son intérêt électoral. Je vous rappelle encore une fois que le thème de cette campagne, la grille de lecture sur tout ce qu'on vous raconte, y compris ce que je suis en train de vous dire à l'instant que vous devez garder en tête, c'est que cette élection, pour Trump, c'est la présidence ou la prison. La présidence ou la prison. Et pour ne pas aller en prison, il est prêt à tout, y compris sacrifier la vie de dizaines de milliers de personnes. Et donc, pourquoi en plus les propos de Joan Woodruff ont été aussi importants à ce moment-là? Pourquoi on vous les présente dès le 21 août? Je ne sais pas d'ailleurs si d'autres médias vous en ont parlé de ces propos-là, mais si nous, on vous les présente, c'est parce que tout ça, ça arrive avec ce qui s'est produit quelques semaines plus tôt, et qui en soi est complètement fou. Netanyahou vient aux États-Unis, voyage officiel, invité par le président de la Chambre, donc le Speaker de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Donc c'est assez particulier. Mais une fois qu'il est là, alors on peut partir dans des théories du complot, que lorsque c'est peut-être plus facile de communiquer avec Netanyahou en face à face à Mar-a-Lago que de passer par des technologies qui sont surveillées, téléphone, etc., etc. En tout cas, cette invitation lui permet de venir en voyage officiel aux États-Unis. À ce moment-là, Donald Trump n'est plus à Mar-a-Lago, il est dans sa résidence d'été qui est son golf à Bedminster dans le New Jersey, mais il décide de redescendre à Mar-a-Lago pour recevoir, comme s'il était président encore en exercice, recevoir non seulement Netanyahou, mais également sa femme. On vous montre ces photos là, vous voyez, donc tout ça c'est à Mar-a-Lago, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, de faire ensemble, loin des micros, une réunion de travail sur la crise entre Israël et la Palestine. Hein, vous voyez le moment, là on a fermé les portes et on a laissé Netanyahou avec Trump et leurs plus proches conseillers. On ne sait pas, personne ne sait ce qui s'est dit. Ce que l'on sait, c'est que quelques semaines après, le 20 août, donc, une journaliste américaine confirme que Trump est au téléphone, continue à faire pression sur Netanyahou pour ne pas qu'il accepte le plan de paix, les différents plans de paix de l'administration Biden, parce que ça viendrait l'handicaper pour la campagne électorale. L'histoire, déjà, si elle s'arrêtait là, elle est complètement folle. Mais elle est encore pire parce que depuis 2 ou 3 jours, il y a des informations qui commencent à fuiter d'abord de manière anonyme dans la presse, et maintenant, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand une information fuite dans la presse américaine, encore une fois sans aucun écho, parce que du coup maintenant en ce moment on est en train de parler de ce qui se passe avec les lendemains du passage de l'ouragan Hélène, donc on n'a pas le temps de se concentrer sur ce qui se passe avec Israël. Et donc la semaine dernière il y a Politico qui sort un article
qui encore une fois passe inaperçu. Je sais, c'est tellement frustrant de suivre la politique américaine comme on vous la suit, parce que au-delà de ça, c'est l'avenir des États-Unis et quelque part l'avenir du monde. Et donc, dans cet article de Politico, il y a des sources proches de Joe Biden lui-même, en disant que le président Biden a confié à son entourage de confiance qu'il ne croit pas que que Netanyahou, donc le Premier ministre d'Israël, souhaite un cessez-le-feu, parce que c'est ce que Biden confie à son entourage et qui fuite dans Politico, parce que il veut perpétuer, donc poursuivre ce conflit pour à la fois sauver sa carrière politique et aider Donald Trump en novembre. Donc rien que ça déjà, si on additionne le meeting de Mar-a-Lago, les déclarations de Woodruff pendant la convention, et ça, c'est déjà terrible. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Hier sur CNN, Chris Murphy, c'est un démocrate, certes, c'est un sénateur démocrate, et vous allez voir, c'est extrêmement important parce que il est un des membres du Sénat du Senate Foreign Relations Committee, donc c'est lui qui est en charge au niveau du Sénat de tout ce qui est politique internationale. C'est lui qui est, il n'est pas le seul, mais il fait partie de ces sénateurs qui ont le plus haut niveau de clearance, donc d'autorisation pour les documents secrets. Ils ont des réunions en permanence avec la CIA, avec la NSA, etc., pour tout savoir de ce qui se passe en politique internationale. Et hier, donc, Chris Murphy était sur CNN, et pour la première fois, et rien n'est gratuit en politique. Ce n'est pas un hasard lorsque quelqu'un comme Chris Murphy, qui a cette position extrêmement importante, pour la première fois de manière ouverte, évoque cette possibilité que Netanyahou est en train d'agir pour Donald Trump. C'est parti. Gaza. Do you worry, though, Senator, that that's wishful thinking? I mean, de-escalation is not what we're seeing happen here. That's just the reality of it. Is that just wishful thinking? Yeah, listen, I certainly worry that Prime Minister Netanyahu is watching the American election as he makes decisions about his military campaigns in the north and in Gaza. I hope this is not true, but it is certainly a possibility that the Israeli government is not going to sign any diplomatic agreement prior to the American election as a means potentially to try to influence the result. I hope I'm wrong about that, but I don't think you have to be a hopeless cynic to read some of Israel's actions, some of Prime Minister Netanyahu's actions, as connected to the American election. Well, Voilà. Ce sont des propos extrêmement puissants, extrêmement graves, extrêmement fous aussi, mais extrêmement graves, où donc un des plus hauts responsables américains en termes de politique étrangère se dit il ne faut pas être cynique, ce qui veut dire par là il ne faut pas être théoricien du complot pour comprendre que les décisions de Netanyahou sont faites en regardant ce qui se passe en termes de politique américaine pour peser sur l'élection de novembre. Et cette interview de Chris Murphy a libéré la parole. Et je vais vous montrer trois extraits, excusez-moi, d'un article paru dans The Hill qui, justement, est allé interroger publiquement, du côté israélien et du côté américain, des spécialistes du dossier qui confirment
de manière nominative, hein, on n'est plus dans la fuite et on n'est plus dans l'anonymat, que Netanyahou a toujours fait ça, que Netanyahou est un supporter de Trump et que ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre, cette escalade du conflit entre l'Iran et Israël, toutes ces opérations-là, l'article de Politico, par exemple, vous vous souvenez tous de cette opération menée par les services secrets israéliens lorsque les pagers on a fait exploser les pagers avec les pagers portés par des membres du Hamas. L'article de Politico révèle que cette opération a eu lieu après que Netanyahou ait dit qu'il ne ferait rien, parce que c'était genre 24 heures après que Biden l'ait informé qu'il y avait un accord possible de cessez-le-feu et de libération des otages. Et donc cet événement a eu lieu juste après ça, juste après cette conversation entre Biden et Netanyahou, et évidemment a fait capoter à la fois le cessez-le-feu et les projets de libération des otages. Donc, on va revenir dans ces extraits de The Hill. On va voir que on a ici donc le David Rodkoff, qui est un ancien responsable de l'administration Clinton, spécialiste des affaires étrangères, et il dit que je pense que c'est une inquiétude légitime et raisonnable à avoir, basée sur les conversations que j'ai eues avec des responsables israéliens, hein, donc on n'est plus du côté américain cette fois-ci. Ils comprennent que Netanyahou est un supporter de Trump et que c'est son intérêt politique d'avoir Trump à la présidence, et que donc oui, ça pourrait venir affecter ses décisions sur ce qui va se passer du côté de la crise entre Israël et l'Iran dans les 5 prochaines semaines. Donc ça, c'est la version qui vient du côté israélien. Donc c'est pas forcément que des démocrates. On va continuer dans une autre révélation, toujours de cet article de The Hill. Donc cette fois-ci, c'est un autre Israélien, c'est Alon Pinkas, qui est un ancien conseiller de l'ancien Premier ministre Ehud Barak, et Shimon Peres, donc spécialiste, ancien consul général d'Israël à New York. Donc vous voyez, on est dans un niveau qui est assez important, qui dit, mais en fait, c'est prouvé. Netanyahou a toujours fait ça, a toujours tenté de meddling, donc de se mêler des élections américaines. Ça remonte en 96. On rappelle comment il a fait exactement la même chose, qu'il a participé à des levées de fonds pour Mitt Romney en 2012, et que donc il a essayé de plomber la campagne d'Obama, il a essayé de plomber la campagne de Biden, de Clinton, en utilisant ces crises internationales pour agir. Troisième et dernier extrait, et après vous verrez, on a un extrait vidéo pour vous montrer comment cette crise est montée haute. Et donc cette fois-ci, ça vient de sources au niveau du Sénat et de la présidence Biden, en disant que Netanyahou comprend la politique américaine. Ils sont impliqués à 100% dans la politique américaine, et il dit c'est très très facile de regarder ce qui s'est passé ces derniers jours, et donc on parle ici de l'entrée des troupes israéliennes au Liban, et de comprendre que c'est à 100% une interférence politique dans la campagne américaine, et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière. Donc voilà, il n'y a plus d'illusion, de doute, de présomption d'innocence là-dessus, de ce qu'est en train de faire, de cette October Surprise que jour après jour Netanyahou fait pour Donald Trump. C'est complètement dégueulasse, on va le dire. Et donc hier, pour vous montrer que c'est pas que des articles, c'est pas que des gens cités dans les journaux, c'est pas que Chris Murphy, qui est déjà, si déjà ça s'arrêtait là, ça serait extrêmement important. Mais Joe Biden,
Joe Biden, président des États-Unis, hier, de manière interrogative en disant je ne sais pas, mais il en a parlé. Et lorsqu'un président, même en s'interrogeant, évoque publiquement face à la presse, vous allez voir, depuis la Maison-Blanche, que Netanyahou fait peut-être de l'interférence politique pour aider Donald Trump, c'est que l'heure est grave. On regarde ça tout de suite. This week, Senator Chris Murphy said it's certainly a possibility that the Israeli government is not going to sign any diplomatic agreement prior to the election, which is what you have been calling for so long, potentially to try to influence the result. Do you agree? Do you have any worries that Netanyahu may be trying to influence the election and that's why he has not agreed to a diplomatic solution? No administration has helped Israel more than I have. None. 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 And I think Bibi should remember that. And whether he's trying to influence the election or not, I don't know, but I'm not counting on that. You've said many times recently that you want to speak to him, that you plan No, I to. didn't say plan. Bon, voilà. Donc, quand on pose la question à Biden de est-ce que c'est une influence, est-ce que Netanyahou essaye d'influencer l'élection américaine, sa réponse est d'abord de dire qu'aucune administration, et il insiste 3 fois non, 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 donc aucune administration américaine n'a jamais autant aidé Israël que celle de Biden. Et puis, il dit, bon, pour cette question de l'influence l'influence de Netanyahou sur l'élection américaine, je ne sais pas. Je ne compte pas sur ça, mais je ne sais pas. Encore une fois, en tant que président des États-Unis, il ne peut pas arriver à la barre, là, Biden, et d'accuser. Mais le fait qu'il accepte de répondre à cette question-là et qu'il le dit de manière interrogative, après la fuite de Politico qui explique à son entourage, il explique qu'il est persuadé que Netanyahou est en train d'agir pour aider Trump, ça a énormément de poids. Parce que aujourd'hui, les propos de Biden étaient à l'actualité en Israël. Donc de se dire que est-ce que tous les efforts, parce que du côté de l'administration Biden, on est en train d'accepter cette défaite-là et de comprendre qu'il n'y aura pas un accord diplomatique, sauf surprise dernière minute, il n'y aura pas un accord diplomatique signé avant l'élection, que du côté de l'administration Netanyahou, on ne veut rien signer avant l'élection, quelle que soit la raison, c'est la réalité, donc que la crise va perdurer et que Donald Trump est le premier bénéficiaire de cette crise. C'est sa surprise du mois d'octobre. Voilà.